Alors, nouvelle session, donc un sujet particulièrement intéressant, le pronostic et puis comment envisager la fin de parcours du patient. Pour commencer, j'ai le plaisir de présenter ma référence locale sur Lyon, le docteur Antoine Jobé-Duval. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Le sujet n'a pas été simple à traiter, mais je vais essayer de le faire un peu mieux que ChatGPT, même si c'est pas simple. Donc la question c'était annonce du diagnostic, dire ou ne pas dire. Je vous avouerai que devant cette référence shakespearienne, je me suis moi aussi un peu gratté la tête sur ce que j'allais pouvoir vous raconter en 15 minutes. Et donc je me suis saisi de notre Bible à tous, qui est le code des déontologies médicales, en disant je vais avoir la réponse à ma question sur ce que je dois faire ou ne pas faire pour la question du pronostic. Et donc, comme vous le savez évidemment, article 35, en fait, on nous dit que on doit examiner, soigner, ça a sauté, mais il faut une information loyale et claire, appropriée sur son état, qu'on doit prendre en compte la personnalité du patient, et que si le pronostic est fatal, que le patient, si ne le souhaite pas, ne doit pas être informé, et que le pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection. Voilà, vous en faites ce que vous voulez maintenant sur la réponse à dire ou ne pas dire. Le code de déontologie ne nous aide pas beaucoup. Et donc, je me suis posé la question un peu autrement en disant, bon, ok, on va expliquer au patient que ça va très mal et qu'il va mourir, mais finalement, est-ce que on sait évaluer efficacement le pronostic des amyloses AL ou ATTR? Donc, j'ai un peu repris la question sur cet angle. On sait depuis 20 ans maintenant, c'était 2008 les premiers papiers, pour l'amylose AL, on utilise la Mayo Clinic, donc qui portait sur, vous voyez, une soixantaine de patients, où on dit le patient qui a NT-proBNP positif, troponine positif, sur des seuils relativement bas, 300 pour le NT-proBNP et puis 30, il me semble, pour la troponine, il est Mayo 3 et donc a une mortalité élevée. 5 ans plus tard, avec un papier sur les Mayo Clinic 3, ils ont identifié que plus de 8500 de NT-proBNP, c'est encore pire, donc les 3B, avec une mortalité extrêmement forte, alors même qu'il y avait un traitement. Donc ça, c'est le gold standard aujourd'hui, on classe nos patients comme ça. L'équipe de Mondor a adapté... Et donc, ce que ça donne, c'est qu'on va avoir des médianes de survie en fonction de ces stades, et comme vous le voyez, médiane de survie 3B, c'est 4 mois, 3A 24 mois, stade 2 54, donc extrêmement sévère avec du coup ce pronostic très très défavorable. L'équipe de Mondor a adapté et a calqué en fait le Mayo Clinic sur sa propre cohorte. Ce qui montre, c'est que finalement des stades 1, ça n'existe pas, en tout cas pas chez eux. Et je pense que c'est à peu près partout pareil, ou avec des seuils de NT-proBNP de troponine qui sont tellement bas que on ne trouvera pas ce genre de malade, sauf exception, donc 9 patients en stade 1. Et puis, quand on regarde la mortalité des stades 2 et 3A, finalement, elle n'est pas non plus si différente. Et puis les 3B, effectivement, la mortalité est très grave. Donc, ils ont créé un autre score avec des analyses, d'abord des analyses multivariées, pour voir quels étaient les paramètres qui favorisaient vraiment le pronostic, en tout cas de bien différencier le pronostic. Et donc, ils ont fait la MAX, classification MAX, donc paru 2024, où on reprend la troponine, ça paraissait toujours comme intéressant. On continue à regarder le NT-proBNP si la troponine est négative. Et par contre, dès que la troponine est positive, là, on bascule sur la bilirubine. Donc on introduit un nouveau paramètre biologique par rapport à la Mayo Clinic, avec l'atteinte hépatique qui, elle, est du coup relativement pronostique. Et donc ça donne ces courbes. Et donc ils regardent dans leur cohorte Mayo Clinic et ils comparent avec le max. Et donc on se rend compte que des Mayo Clinic 3B, en fait, dans la moitié des cas, effectivement, c'est des patients très graves, ils sont max 4, mais on peut avoir des 3B qui sont max 3, voire max 2, donc pas si graves que ça. Et au contraire, des patients qui étaient 3A, donc une sévérité modérée, moins sévère que des 3B, évidemment, mais max 4, donc on va upgrade la sévérité du patient. Et donc, quand on regarde les courbes de survie, là, du coup, des stades 1, il y en a, du fait de ces nouveaux marqueurs, et donc avec une mortalité qui est présente. Et puis, on différencie un petit peu mieux quand même les différents stades.
Et donc, on revoit les médianes de survie en fonction de ces marqueurs. Là, c'est 2 mois pour les max 4, 6 mois pour les max 3 et 15 mois pour les max 2. Donc, tout ça pour dire, et on va continuer sur le TTR, mais c'est que il faut, avant de dire à un patient qui va mourir dans 2 mois ou 4 ou 6, il faut être certain de ce qu'on avance pour ne pas alarmer de façon trop importante un patient ou au contraire sous-estimer la gravité d'un patient. Donc si le patient a une amylose TTR maintenant, donc pareil, une étude, donc bientôt 10 ans qu'on aura la classification du NAC avec en fonction du seuil de NT-proBNP à 3000 et puis de la clairance et qui nous donne ces courbes de survie. Donc NAC1 c'était donc sans traitement, NAC1 espérance de vie 6 ans, NAC2 4 ans, NAC3 2 ans. Et nous on se sert tous les jours. Mondor encore, ces empêcheurs de tourner en rond, ont adapté ont appliqué ce score à toute leur population, donc grande population maintenant, et se sont rendus compte que chez les patients depuis 75 ans, un NAC2 ou un NAC3 ont strictement la même survie. Donc là, comme je vous dis, on parle de pronostic, et donc NAC3, on pourrait dire, vous êtes grave, attention, si on ne vous traite pas, l'espérance de vie c'est 2 ans, plus de 75 ans, ça ne fonctionne plus. Donc ils ont également remouliné leurs données pour refaire un score. Et donc là, c'est la troponine T qui sort comme étant intéressante et les phosphatases alcalines, encore le foie, qui est probablement sous-estimé, en tout cas les marqueurs hépatiques n'étaient pour l'instant pas utilisés dans des marqueurs dans des scores pronostiques dans l'amylose. Donc là, ça introduit cette notion relativement intéressante. Et donc, en fonction de ces scores-là, comme pour le NAC, si les deux sont normaux, c'est un stade 1. S'il y a un anormal, c'est un stade 2. Si les deux sont anormales, c'est un stade 3. Et quand on regarde la séparation des pronostics, là, on a vraiment l'impression qu'on arrive à bien différencier le pronostic des patients chez les patients gériatriques de plus de 75 ans. Et puis, il y a les mutés. Pareil, on applique le NAC à une population de mutés. Chez les mutés, les NAC2, les NAC3, c'est la même chose, même pronostic. Et donc, ils ont créé ils ont trouvé cet algorithme où là, c'est le NT-proBNP, la clairance, avec des seuils différents du NAC originel, et on introduit le strain, et pour mieux différencier ces patients-là et leurs pronostics. Donc effectivement, à la lecture de ces différents papiers, clairement, je me suis dit que je ne savais pas si j'utilisais les gold standards aujourd'hui, qui sont le NAC et la Mayo Clinic, je ne sais pas faire le pronostic d'un patient, en tout cas pas de façon efficace. Et puis, et ça c'est relativement important, et ça apparaît maintenant dans les questions de progression sous traitement, il y a l'élément de suivi. On peut dire à un patient qu'il n'est pas grave initialement, et puis il peut se compliquer par la suite, et donc ces éléments de suivi vont être importants pour adapter notre discours à l'évolution du patient. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les patients qui ont une introduction de diurétique, donc ODI ici, et ou une augmentation de NT-proBNP, ont un pronostic qui est complètement différent par rapport à des patients qui auraient un NT-proBNP stable et pas de diurétique ou pas d'introduction de diurétique. Ici, dans cette étude de l'équipe du NAC à Londres, les patients qui ont l'introduction de diurétique et une augmentation du NT-proBNP ont 3 fois plus de risque de mortalité que les patients qui n'ont pas ces éléments. Et on est à 2 fois s'il y en a un des deux qui bouge. Autre élément important, les facteurs biologiques. Donc ça va être la question de la progression du NAC. On revient sur l'idée initiale de dire que si vous passez d'un NAC 1 à un NAC 2, d'un NAC 2 à un NAC 3, vous avez une surmortalité par rapport à un patient qui ne bouge pas de sa classification NAC. Ici, voilà, en bleu, les patients qui augmentent leur NAC. Et puis, pour l'amylose à elle, ce qui va être également extrêmement important, c'est la réponse. On peut être Mayo Clinic 3B, mais avoir une réponse complète très rapide. Donc finalement, avoir un pronostic pas si mauvais. Là où les patients qui ont... Donc ça, c'est donc la courbe du haut, réponse complète. Là où les patients non répondeurs vont avoir un pronostic effroyable, comme vous le voyez sur cette courbe. Et donc,
Très bien, mais alors, du coup, on dit ou on ne dit pas. Je n'ai pas du tout répondu à la question posée. Je pense que l'annonce doit être, enfin, peut-être et doit être un phénomène dynamique, pour toutes les raisons que j'ai pu vous exposer initialement, que au moment de l'annonce de la maladie, je pense que c'est intéressant d'annoncer le stade, avec toutes les limites que je vous ai posées sur les gold standards utilisés aujourd'hui et probablement utiliser les données mondoriennes qui, je l'espère, seront bientôt validées sur le registre IR, avec surtout dans l'idée l'amylose AL, évidemment, qui est extrêmement agressive. Et donc, que ce soit un 3B ou un max 3-4, effectivement, de déjà dire au moment du diagnostic que le pronostic est mauvais et que même si on a un traitement, on va tout faire, mais c'est sévère. Et donc déjà, de pouvoir l'annoncer au moment du diagnostic, je pense que c'est important pour que les patients puissent se préparer. Quelle que soit l'évolution, quelle que soit la réponse, et tant mieux si le pronostic est meilleur avec une réponse complète, mais déjà de dire qu'on part avec un désavantage. Et puis, je pense qu'il faut qu'on ait un discours dynamique en fonction des éléments qu'on a pu discuter, donc la réponse au traitement. Un patient qui n'est pas répondeur ou répondeur partiel, le dire, qui sont donc évalués. Donc ça veut dire aussi qu'il faut évaluer les réponses de ces malades-là. Je ne vous ai pas mis le détail, mais ça se fait sur les chaînes légères et aussi sur l'évolution des marqueurs, des biomarqueurs. Ça, c'est bien détaillé dans le PNDS amylose. Donc, suivre ces éléments-là, donc pas que le cœur, mais aussi les éléments hématologiques. On va également être très vigilant à tous les événements intercurrents graves, type hospitalisation pour insuffisance cardiaque. On sait déjà dans l'insuffisance cardiaque que c'est un marqueur de surmortalité. Ça l'est également dans l'amylose, et voire plus dans l'amylose que dans l'insuffisance cardiaque standard. Donc, patient, quelle que soit l'amylose sous-jacente, de dire que l'hospitalisation est un tournant dans la maladie et que, du coup, il faut considérer que le pronostic est moins bon et l'annoncer au patient. Dire que c'est un événement grave et pas banaliser l'hospitalisation. Et puis, si le patient reste ambulatoire, effectivement, toujours le suivre de façon régulière, quel que soit le stade, et que toute évolution de symptômes, donc avec effectivement la dyspnée, l'augmentation du LASLIC, l'augmentation du NT-proBNP, comme on l'a vu, qui augmente la mortalité de façon importante, la dégradation de la fraction d'éjection, la dégradation du strain sont aussi des éléments à considérer et à communiquer au patient pour lui expliquer sa trajectoire, surtout si on n'a pas accès à d'autres traitements comme le patisiran, par exemple, dans le compassionnel. Et ça sera discuté juste après, mais on n'est pas forcément très bien formé, voire pas du tout, à l'annonce des mauvaises nouvelles. Et donc, je pense qu'il faut tous se poser la question de ce qu'on peut dire. Donc, typiquement, est-ce que j'ai bien évalué le pronostic? Et puis de ce qu'on veut dire en tant que médecin, en tant que cardiologue. Et il peut arriver qu'on soit, pour des raisons X ou Y, dans la difficulté pour annoncer ces éléments à nos patients. Et donc, il faut en être conscient. Et donc, on peut s'aider, je pense, de l'équipe de soins palliatifs pour être dans l'aide de l'annonce avec une psychologue, avec des médecins qui, eux, ont l'habitude d'annoncer des mauvaises nouvelles. Donc, il est extrêmement important de s'attacher une équipe de soins palliatifs, je pense, surtout dans l'amylose. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Non, pas partout. Ah bon, d'accord, on fera toutes les questions ensemble. Eh ben alors. Donc, il me fait plaisir d'introduire, je ne sais pas mais il a encore besoin d'une introduction, Thibaut Damy pour la prochaine présentation, qui va nous parler de l'organisation de l'annonce de la fin de vie et de l'entretien de conciliation. Thibaut, c'est toi. Merci. Donc, je pense qu'Antoine a dit la complexité de dire et de parler de fin de vie. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, parce que c'est effectivement compliqué de pouvoir déterminer en tant que médecin quelle est la fin de vie de nos patients. Mais on voit bien quand même et on estime intuitivement quand les choses sont en train de tourner mal. Et donc, effectivement, est-ce qu'il faut dire la vérité ou pas et qu'est-ce qu'on peut faire?
Une deuxième partie, c'est un topo très humain et assez peu amyloïde finalement, mais l'humanité fait partie de la prise en charge de nos patients. C'est qu'est-ce qui se passe après un événement indésirable grave ou le décès d'un patient, notamment au sujet de la famille. Et c'est pour vous traduire aussi l'expérience que l'on a à Mondor depuis 15 ans, où on gère des patients effectivement très graves et où on a accompagné ces patients et leurs familles dans leur parcours voilà, jusqu'à la fin. Alors, tout ça, c'est évidemment, pas pour faire de la pub pour la campagne, mais c'est qu'actuellement, on diagnostique le plus souvent l'amylose cardiaque au temps de l'insuffisance cardiaque, TIC. Et puis après, on diagnostique l'amylose cardiaque, donc tic-tac. On essaye de tout faire pour changer de tactique, découvrir l'amylose cardiaque avant l'insuffisance cardiaque. Et puis qu'un jour, c'est notre rêve, mais qui n'est pas loin finalement d'arriver, c'est de pouvoir diagnostiquer l'amylose au stade de l'insuffisance cardiaque et puis de pouvoir la retirer, l'ensemble vide, hein, le tac au tac, et là, on sera arrivé au vert. Et donc, on continue dans ce chemin. Mais en attendant d'être là et de pouvoir remonter le temps sur cette maladie et transformer le pronostic de nos patients, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, l'annonce, je ne sais pas ici, qui a été formé à faire une consultation d'annonce dans la salle en tant que médecin ou infirmier? Est-ce que vous pouvez lever la main? Alors, Steven, merci, tu peux baisser la main, tu triches. Sylvia aussi, Amira aussi. Mais globalement, on n'a pas été formé en fait à ça. Toutes nos études sont basées sur l'enseignement scientifique et sur le traitement, sur une prise en charge efficace, dynamique des patients. Et ce qu'on sait faire après la sortie de nos études de médecine, c'est prescrire des actes et des traitements. Et c'est vrai qu'on a un déficit vraiment de la prise en charge humaine, relationnelle avec le patient, et puis aussi de pouvoir annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais malheureusement, évidemment, c'est la mauvaise nouvelle qui est le plus dur à annoncer. Et pour autant, la consultation d'annonce est vraiment un moment fondateur du parcours de soins dans les maladies graves, à la fois donc pour le patient, pour les familles et les proches, et pour les soignants et les équipes, puisque ça va aussi jouer sur la structure, la relation, sécuriser le parcours, anticiper les choses. J'ai mis beaucoup de textes, mais je ne veux pas que Sylvia me buzz, donc je vais accélérer. Et donc, ces consultations d'annonce, ce n'est pas seulement un acte d'information, hein, mais c'est un véritable acte de soins, à la fois clinique, relationnel et éthique, qui va profondément relier en fait, et participer à cette alliance thérapeutique qui est source à la fois de soins pour le patient, mais également très fort pour le soignant, dans le sens où il ressent vraiment la nature de son métier. Alors, dans les amyloses, les consultations d'annonces, elles sont très nombreuses et on voit bien en fait que ces annonces, elles vont arriver tout au cours du parcours des différentes pathologies. Le conseil génétique est une annonce. Le diagnostic et le projet thérapeutique sont des annonces. Alors, nous, dans le centre, on a beaucoup de 3A et de 3B et en fait, cette consultation diagnostic et projet thérapeutique chez des patients très graves, comme Antoine vous l'a montré, surtout les scores pronostiques, ça rejoint souvent, malheureusement, la consultation d'aggravation de mauvais pronostics ou de fin de vie. Donc 3A, 3B, on est à cheval. Hein. Et puis, bien sûr, on essaye maintenant aussi de réparer les familles lorsqu'il y a eu des soucis. Bien sûr, la consultation d'annonce aussi de la greffe est importante. Donc pour les consultations d'annonce, je vous invite à regarder le projet Outilic qui avait été porté par Emmanuel Berthelot et qui a été lauréat des projets Outilic. Il y a beaucoup de choses qui sont marquées. Il y a aussi de magnifiques documents. Et donc, c'est vraiment plusieurs temps et plusieurs partenaires qui vont faire cette annonce, avec un temps accompagnant soignant par les paramédicaux qui est vraiment primordial. Donc les deux étapes dont je vais parler, c'est la constatation d'aggravation et phase avancée de fin de vie, entre guillemets, qui correspondent donc au titre du topo, et l'entretien et la consultation post-mortem. Donc encore une fois, c'est des moments critiques en fait, pour les patients et pour leurs familles, mais aussi pour les soignants. Le pronostic est quand même souvent prévisible en fait. Hein, et il y a une question surprise qui est maintenant dans toutes les guidelines de consultation d'annonce. C'est cette question surprise qui s'appelle QS. Seriez-vous surpris si votre patient venait à décéder dans les 6 à 12 mois? Alors pour toute l'équipe, on a notre staff le mardi et on envisage toujours beaucoup de choses pour nos patients. Et il y a un moment, il y a un de nous, alors c'est vrai que c'est souvent Sylvia et Thibault, donc c'est notre buzzer. Seriez-vous surpris si votre patient venait à décéder dans les 6 mois et 12 mois? Et là, on s'interrompt et on se dit, non, en fait, on est bien d'accord, ce patient, il va décéder. Et on se repose la question, mais est-ce que finalement, l'acte ou la prescription qu'on prévoit est vraiment utile ou futile? Et pourquoi on fait cet acte et cette prescription? Est-ce que c'est pour nous dire qu'on fait quelque chose? Ou est-ce que c'est pour le bénéfice du patient? Et ce qu'on s'est rendu compte avec notre changement vraiment de vision et de paradigme, c'est que finalement nos décès étaient finalement très peu anticipés
Les familles sont souvent totalement impréparées, comme les patients et nous-mêmes finalement, puisque dans la société française, la mort est un tabou et qu'il y a beaucoup de violence dans la mort. Et quand on n'a pas le temps d'anticiper, ça crée beaucoup de culpabilité chez les familles et également chez les soignants. Et donc c'est toute la problématique de dire ou pas la vérité et de pouvoir anticiper. Mais quand on anticipe, on peut changer vraiment la donne. Donc la consultation d'annonce, ce n'est pas un temps isolé. Comme l'a dit Antoine, c'est un processus en fait qui va durer dans le temps, mais bien souvent, malheureusement, dans l'amylose AL, on est pris par le temps, puisque vous avez vu dans les stades 3B, on a à peine un mois globalement pour annoncer et préparer les patients et les familles à cette fin de vie, qui est toujours hypothétique, bien sûr. Donc tout cela, ça prend un temps, une énergie physique, bien sûr, de donner le temps, mais aussi psychique et émotionnel, mais pour les 3 personnes impliquées, toutes les personnes impliquées, patients, famille et soignants, c'est-à-dire le soignant principalement qui prend en charge le patient, mais son équipe qui est autour. Et évidemment, chaque situation est très singulière, chaque patient a son histoire, chaque famille a son histoire, mais chaque soignant a son histoire et chaque équipe soignante a son histoire. Et c'est pas si simple finalement d'annoncer les choses, ce qui fait que souvent, et en médecine, on va plutôt fuir l'annonce ou nier l'annonce, mais plus pour nous protéger, nous soignants, que pour protéger nos patients, ou du moins prendre en charge nos patients et nos familles. Et donc les enjeux de la consultation d'annonce, ils sont très nombreux. Évidemment, pour le patient, c'est comprendre en fait sa maladie grave, mettre du sens sur ses symptômes, ce qui est capital, mais aussi se protéger malgré l'incertitude et favoriser l'adhésion thérapeutique et comprendre ce qu'on est en train de se jouer, ce qui est particulièrement important dans les amyloses AL graves où on va lancer plein de choses évidemment, nombreuses hospitalisations. Pour la famille, c'est le partage d'une information lourde, mais on voit bien que ça va jouer sur la réorganisation familiale par rapport à l'événement, mais aussi me permettre aux membres de la famille de se rendre disponibles en fait, pour pouvoir assister l'aidant le plus proche, le patient, mais se rendre aussi disponible pour partager des choses extrêmement humaines, tout simplement l'amour en fait, et se préparer éventuellement au départ. Et on voit bien que c'est un impact émotionnel et social qui est majeur, d'autant plus qu'il y a en plus, dans certains types d'amylose, bien sûr, la génétique qui est là. Pour les soignants, c'est évident, c'est un équilibre entre vérité et espoir, mais ça permet aussi de prévenir l'épuisement professionnel quand les choses sont organisées et d'assurer la cohésion dans l'équipe. Et je ne peux pas tout dire, que je suis pris par le temps. Mais donc, il y a plein de questions qui se posent, en fait, quand on parle de consultation d'annonce d'aggravation en fin de vie. C'est où, quoi, pourquoi, comment, quand, qui s'en occupe. Alors, pourquoi annoncer ? C'est pour répondre à tous ces enjeux. Mais finalement, quand on annonce en fait une fin de vie à un patient ou un risque d'aggravation ou un mauvais pronostic qui arrive, bien souvent le patient il savait déjà en fait. Et à la fin, il va même nous remercier de lui avoir annoncé et d'avoir dit les mots. Alors évidemment, certains patients ne le tolèrent pas du tout et c'est toute la difficulté en fait de mettre les bons mots et de prendre le temps de le faire. Cette compréhension de la meilleure trajectoire, c'est aussi de pouvoir redéfinir le projet et notamment permettre de s'axer sur ce qui compte pour le patient, qui n'est pas forcément de se retrouver hospitalisé, d'avoir un pacemaker, mais de pouvoir éventuellement rentrer à la maison et d'être pris en HAD ou autre, et en tout cas redéfinir ce projet, notamment aussi sur sa qualité de vie et ses symptômes. Donc, c'est surtout aussi définir le fait que le patient ne sera pas abandonné, en fait. C'est ce qui arrive maintenant, malheureusement, lorsqu'on est dans la fuite et dans le déni et qu'on ne fait pas et qu'on n'a pas le temps de faire cette annonce. Les patients et les familles retournent à la maison sans rien d'organisé et se retrouvent abandonnés dans un parcours de soins très compliqué et de plus en plus compliqué, où la seule issue pour revenir quand ça s'aggrave, puisque rien n'a été préparé, c'est les urgences. Et malheureusement, pour certains, c'est de mourir sur un brancard, ce que personne ne souhaite clairement à son prochain. C'est aussi de permettre la meilleure qualité de fin de vie. Donc après, Sophie nous expliquera que quand on envoie des patients en soins palliatifs, finalement, ils vivent plus longtemps que s'ils n'étaient pas rentrés en soins palliatifs. Donc en plus, c'est donner peut-être un peu plus de vie et en meilleure qualité. Mais pour le patient et le soignant, enfin pour le soignant et son équipe, ça change tout en fait. Parce que pouvoir annoncer en équipe, c'est pouvoir se soutenir, c'est aller vers un projet collectif, c'est une meilleure compréhension de la trajectoire, l'anticiper, la prévention des conflits avec les familles qui retentissent aussi sur les soignants, la réduction du sentiment d'échec, puisque finalement c'est prendre son patient jusqu'au bout en vérité. Et il y a vraiment un renforcement en fait du travail collectif et un accompagnement de l'équipe qui est possible dans l'anticipation, parce que en fait, quand un collègue n'a pas anticipé et que vous vous retrouvez à gérer le patient, la famille et que rien n'a été préparé, vous imaginez comment ça peut jouer entre les collègues, mais aussi avec l'équipe paramédicale, avec des conflits éthiques et moraux de ce qui est entrepris, notamment lorsqu'on continue des chimiothérapies qui sont futiles. Donc pourquoi annoncer, bien sûr, le mauvais pronostic ? C'est le travail de Sophie et d'Antoine, qui a été aussi un projet Outilic lauréat.
Je vous invite à le relire, il est magnifique, c'est e-speaker, ça n'a rien à voir avec les e-speak, hein, c'est e-speaker. Et donc, je laisse Sophie qui va sûrement nous en parler après. Alors, je vous avoue qu'on n'a rien préparé avec Antoine. Donc, Antoine a cité les travaux d'Amira longuement, et moi, je cite les travaux d'Antoine, mais c'était absolument pas prévu. Mais voilà, ça prouve, voilà, c'est l'intérêt de travailler tous ensemble et d'avancer. Et pour qui et quand, identifier les patients à pronostic vital engagé et phase avancée. Donc, clairement, Antoine nous a montré tous les travaux pour mieux définir, hein, qui est l'obsession d'Amira, pouvoir mieux définir le pronostic. C'est elle qui a fait tous ces travaux avec nos étudiants, pour vraiment définir des scores pronostiques. Alors c'est compliqué, hein, mais qu'est-ce qui a été décrit dans la littérature? Bah oui, cette fameuse question surprise, en fait, elle existe, hein. Elle est validée, elle est même dans les guides de l'HAS, dans le travail de l'HAS pour pouvoir définir le pronostic à moyen terme pour l'aide à mourir, hein, elle est dedans. Alors vous voyez, en fait, il y a des indicateurs aussi de fragilité. Une fois qu'on a répondu non, on ne serait pas surpris que le patient décède, on peut trouver des indicateurs de fragilité communs à toutes les pathologies. C'est la baisse de l'autonomie, plusieurs heures d'hospitalisation, la perte pondérale, la NYHA3-4, le NT-proBNP, l'intensification de l'aide à domicile, le refus thérapeutique. Mais oui, des fois, les patients en ont marre, ils veulent arrêter, il faut pouvoir les écouter, mais c'est très compliqué. On a eu un cas récent dans l'équipe où on n'a pas réussi vraiment à écouter le patient parce que nous, on était pris dans autre chose et pourtant le patient voulait arrêter les soins et de pouvoir s'interroger, se stopper et réaiguiller les choses. Et puis, bien sûr, tous les scores pronostiques qu'Antoine vous a montrés qui sont évidemment des indices pour prévoir en fait ce qui va se passer et anticiper. Alors, la méthodologie de la consultation d'annonce, il me reste 3 minutes, mais c'est primordial en fait et c'est ça qui nous manque, c'est la formation. Alors, il y a les 6 étapes SPIKE qui sont vraiment capitales pour vraiment réussir. Et en fait, en technicisant un peu cette consultation d'annonce, mais en y consacrant du temps, mais ce temps en fait consacré à l'annonce, c'est du temps gagné par la suite en fait, qui est énorme en fait sur l'organisation de l'équipe, sur l'organisation du parcours de soins. Et consacrer 1 heure, ça prend vraiment beaucoup de temps à nos équipes, mais c'est vraiment primordial. Donc préparer le cadre, c'est un temps dédié, un lieu calme, une confidentialité, la présence des proches souhaités. Pour moi, elle n'est pas souhaitée, elle est quasiment obligatoire si le patient le veut, parce que c'est eux qui vont nous aider à gérer dans une équipe soignant, patient, famille. Il va falloir faire pas mal de choses. On a une expérience à Mondor maintenant importante. On va travailler avec vous pour vous partager comment on fait. L'organisation a évidemment une convocation pour nous des patients et des familles, parce que souvent les patients veulent protéger leurs proches et ne veulent pas les informer. Alors que c'est évidemment quelque chose de positif, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Toujours plusieurs membres de l'équipe, ne jamais être seul face aux familles. Un lieu effectivement sécurisé, stable, mais qui a un petit peu un cadre, comme un lieu de notre salle de staff. Le déroulement, on a toute une liste en fait pour essayer évidemment de former nos jeunes. Demander à chacun de se présenter, donc les familles, les patients, leur âge, leur métier, leur famille, leurs enfants. Les métiers, c'est important pour voir le niveau d'explication qu'on doit donner. L'histoire avec les maladies éventuellement. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Les écouter tous un à un et on se rend compte qu'ils ont compris beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions? Et on va noter toutes les questions qu'ils vont nous donner pour bien y répondre. Et en fait, ça permet vraiment de structurer les choses. Et puis écouter et laisser place au silence. Finalement, quand on écoute et qu'on pose ces questions, c'est finalement la famille et les patients qui vont en dire le plus. Et puis, on a une traçabilité de ce qui a été dit pour que l'équipe sache où on a été dans nos explications. Définir une stratégie, lancer un espoir, un projet thérapeutique s'il y en a, ce qui n'est pas tout le temps le cas, mais être honnête avec les patients. Et tout ça, ça prend 1 heure à 1 heure et demie. Et puis après, un post-annonce qui est vraiment important, où Steven intervient à nouveau, Julie réintervient et notre Nez Étoile aussi intervient pour la suite. Et bien sûr, les médecins réinterviennent quand il y a besoin. Et les bénéfices, ils ont été vraiment très impressionnants, en fait, depuis qu'on a mis, au fur et à mesure de nos pérégrinations, tout ça en place. Clairement, maintenant, les nombreux patients nous remercient à l'issue de ces consultations d'annonce. Les familles aussi, et même après le décès, ils nous remercient de tout ce qui a été mis en place. Et évidemment, voilà, c'est l'émotion qui arrive, hein, mais voilà, ça devait arriver, j'ai droit à 30 secondes de plus au buzz. Hein. Donc, pour les soignants et les équipes, c'est vraiment important, en fait. C'est de changer le paradigme du soignant tout seul qui fait sa consultation d'annonce tout seul, à prendre une décision collective, donc qui est partagée. Donc, la responsabilité est partagée. La meilleure gestion, évidemment, des émotions des patients, des proches, mais aussi des soignants, parce qu'on voit que quand on travaille là-dessus, avec l'équipe, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Et vous voyez qu'on a le petit logo de Madame Lajoie, qui est Sylvia, qui est toute heureuse d'avoir pu buzzer. Et donc,
tout ça, ça nous amène aussi à comprendre aussi et à avoir développé les consultations d'entretien et de conciliation post-événement grave ou post-mortem. Donc quand on voit des familles en souffrance qui n'ont pas compris, notamment lorsque la maladie a été trop vite ou qu'il y a eu un événement indésirable grave, on a créé aussi un même algorithme qui correspond globalement à une même organisation, à la même chose. Et l'idée, est-ce qu'on s'est rendu compte, oui, quand les familles sont très en colère et que ça s'est mal passé, l'équipe soignante, en fait, a aussi est impactée de ne pas d'avoir pu aller jusqu'au bout. Et donc, on va laisser passer un temps, on va s'interroger en équipe et on va convoquer les patients et les familles à la DURC, cette fois-ci, donc dans un espace administratif, avec tous les soignants qui ont pu être impliqués. Et on va prendre 1 heure, 1 heure et demie à détricoter tout ce qui s'est passé. Et le message le plus important dans tout ça, c'est qu'à la fin, je pose la fameuse question qui fait toujours trembler l'équipe. Une fois qu'on a créé l'alliance avec la famille, c'est de poser la question à la famille, est-ce que vous reprochez quelque chose ? Et à ce moment-là, dans ces familles où il y a beaucoup de violence vis-à-vis du corps soignant, à ce moment-là, quand on leur demande d'exprimer s'il y a la culpabilité et qu'on a créé l'alliance, les familles ou les patients s'effondrent en fait en larmes et ils disent en fait, et ils déclarent leur culpabilité, c'est-à-dire la culpabilité dans le décès du patient. Et à ce moment-là, nous, on peut leur expliquer, les consoler et on arrive à les réparer. Et donc, en les réparant, on se répare, ce qui veut dire que le bénéfice de tout ça, et nous, soignants, ce qu'on a réalisé, c'est que finalement, ça va au-delà même de la prise en charge du patient, ça va jusqu'à la réparation de la famille et la prévention, évidemment, du deuil pathologique chez les patients et les familles, et donc la bonne prise en charge des survivants. Et qu'en fait, l'entretien de conciliation, il protège aussi bien les familles que les professionnels. Et donc, on vous partagera évidemment tout ça si vous êtes intéressés. Donc, le take-home message, c'est qu'évidemment, il faut anticiper la fin de vie. Travailler avec les soins palliatifs, c'est Sophie qui va nous en parler. C'est primordial pour que cette fin de vie qui n'est pas liée à nous, mais soit accompagnée le mieux possible. Donc maintenant, on n'a pas Sophie parce que nous, on n'est pas à Lyon. On a essayé de la faire venir à Créteil, mais elle n'a pas voulu. Ni Antoine d'ailleurs, mais ça peut encore s'arranger. Mais on travaille avec Jeanne Garnier, l'Institut Jeanne Garnier, parce que chez nous, il n'y a pas de soins palliatifs ambulatoires. Et avec l'Institut Jeanne Garnier, on fait un travail vraiment fantastique. Le nombre de familles qu'on a envoyées est en croissance, de patients incroyables. C'est pas forcément évident. Beaucoup de familles sont au début un peu tristes de nous quitter, mais ils sont tous revenus spontanément me voir pour me remercier et remercier l'équipe. Je tiens à le dire, tous pour l'instant, et dans des situations vraiment extrêmement complexes où certains sont restés quand même un certain temps, parce que ça peut être très compliqué de définir évidemment le pronostic. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et on va donc passer à la présentation suivante. Merci beaucoup Thibaut. Le docteur Sophie Franchioni, qui est donc palliatologue aux Hospices civils de Lyon. Palliatologue et non pas paléontologue. On peut confondre, mais non, nous ne prenons pas en charge que les personnes âgées. Je rigole. Donc je suis ici pour vous parler un petit peu, essayer de vous faire prendre un pas de côté, vous faire faire un pas de côté, parce que je ne vais pas parler de score, je ne vais pas parler de choses qui sont très très médicales, pures et dures. Je vais vous parler en grande partie d'humanité. Je veux bien qu'on y aille. On va commencer par définir un petit peu ce que sont les soins de support et les soins palliatifs. Donc les soins de support, c'est ce qui est mis en place à partir du moment où on a une maladie qui est prise en charge. Ça a été beaucoup développé par les oncologues. Donc c'est tout ce qui va avoir attrait à la qualité de vie. Et puis les soins palliatifs, on va rentrer un petit peu plus dans le dur et ça englobe les soins de support, mais c'est surtout dans un contexte de maladie grave, évolutive ou terminale. L'enjeu, c'est qu'on ne prend pas en charge un patient en situation palliative que pendant les dernières heures de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'enjeu des soins palliatifs, c'est d'améliorer la qualité de vie. C'est de prendre en charge la douleur physique, c'est de prendre en charge tout ce qui est composante psychologique, tout ce qui est composante sociale et spirituelle, on le verra un petit peu après. Et c'est anticiper l'aggravation de la maladie. Bien évidemment que si on met en place cette prise en charge uniquement les dernières heures de vie, on aura probablement peu
d'amélioration sur la qualité de vie. Et en fait, on n'aura pas pu anticiper l'aggravation de la maladie et anticiper les choses qui peuvent orienter la trajectoire de la maladie. Et puis surtout, ça reste des soins actifs. C'est pas, et Thibault l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce que on passe en soins palliatifs qu'en fait on arrête tout. Non. En fait, on va préserver, garder, conserver tout ce qui va permettre d'améliorer la qualité de vie, et c'est ça qui va être notre boussole. Alors c'est quoi la fameuse prise en charge globale ? Le patient est cet iceberg que vous voyez là. Donc on a souvent il va exprimer une composante physique qui va être la dyspnée, qui va être la douleur, qui va être l'angoisse. Et en fait, il va y avoir d'autres composantes qui vont être associées. La composante psychologique, c'est les patients qui ont une insuffisance cardiaque, qui au fur et à mesure de l'évolution de leur maladie vont avoir une dyspnée tellement importante qu'en fait, ils vont devoir faire des deuils sur leur autonomie, en lien avec l'autonomie. C'est des patients qui progressivement ne vont plus pouvoir sortir de chez eux, sortir de leur chambre, puis sortir de leur lit. Tout ça, ça nécessite de faire des deuils et pour eux de s'adapter. Cette partie, elle fait partie intégrante de leur identité. Et puis, il y a la composante sociale. Pareil, des patients qui vont progressivement, du fait de l'évolution de leur maladie, du fait en fait de la limitation de leur autonomie notamment, vont limiter leurs rapports sociaux. Il y a aussi le fait que quand on a une insuffisance cardiaque, quand on a une amylose, en fait, on peut être aussi en arrêt maladie, ne serait-ce que ça, et donc ça peut avoir une conséquence financière. Et puis, il y a la composante spirituelle. La composante spirituelle, elle est souvent associée exclusivement à la religion. Ce n'est pas que ça. La composante spirituelle, c'est vraiment, je pense qu'on est tous un petit peu, on se questionne tous autour de cette composante spirituelle, c'est quel est le sens de ma vie ? Quel est le sens de ce qui est en train de se passer ? Quel est le sens de cette maladie qui atteint mon cœur et qui va me faire mourir en quelques mois ? Et ça fait partie intégrante et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on aille essayer d'explorer si on veut prendre en charge globalement un patient en situation palliative. Alors, j'ai remis ici un petit peu des idées reçues qu'on a développées avec Antoine dans Ipsicare que Thibault a présenté tout à l'heure. Donc je l'ai un petit peu abordé, mais les soins palliatifs, c'est quand on ne peut plus rien faire et qu'on arrête tout. C'est effectivement faux. On peut souvent encore faire des choses, même quand on peut encore faire des choses, on peut intégrer les soins palliatifs, et surtout, c'est pas quand on arrête tout, même quand on n'a vraiment plus rien à proposer, on continue, ce qui permet de maintenir un confort. Les soins palliatifs concernent uniquement la fin de vie, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Plus on fait intervenir les soins palliatifs tardivement, moins on a d'impact sur la qualité de vie du patient. Parler trop tôt des soins palliatifs n'est pas utile, mais en fait, à la fois l'intervention d'Antoine et l'intervention de Thibault vous a montré que plus on en parle tôt, plus en fait on peut aborder des choses avec le patient, plus on peut lui permettre aussi d'exprimer des choses par rapport à ce qu'il vit. Parler des soins palliatifs va angoisser mon patient. Ça, c'est souvent ce qu'on pense. En réalité, c'est surtout que ça angoisse la personne qui va le dire. Mais réellement, certes, ça va poser des balises, en fait, au patient qui va entendre des choses et ça va lui permettre de se préparer à ce qui va arriver. Mon rôle est de protéger le patient et de lui épargner ce sujet. Mais là aussi, le rôle, en fait, il est d'accompagner le patient. Notre rôle, il est d'accompagner le patient. Qu'on soit palliatologue ou qu'on soit cardiologue, notre rôle, il est d'accompagner le patient et de lui permettre de pouvoir choisir ce qu'il souhaite ou ce qu'il ne souhaite pas et d'avoir des informations qui soient adaptées. C'est ça notre rôle. Alors vous savez qu'il y a une fameuse étude qui montre qu'il y a des bénéfices à intégrer tôt une prise en charge de soins palliatifs dans l'insuffisance cardiaque. En fait, les bénéfices ils sont montrés à la fois sur la qualité de vie, sur l'anxiété, sur la dépression et le bien-être spirituel. Donc globalement, c'est pas parce que je vais intégrer des soins palliatifs dans la prise en charge de mon patient qu'il va mourir plus vite. Non. Par contre, il mourra peut-être avec une meilleure qualité de vie. On a de nombreux symptômes dans l'insuffisance cardiaque et dans l'amylose. Il y a une faute, excusez-moi. La dyspnée, la douleur, la perte d'autonomie, l'anxiété, la dépression. Énormément de choses qui peuvent avoir un impact majeur en fait, sur la qualité de vie du patient. Finalement, à quoi ça sert d'anticiper? À quoi ça sert de parler aux patients de soins palliatifs avant qu'on arrive aux dernières heures?
Eh bien, on l'a vu à la fois avec la présentation d'Antoine et ce que Thibaut a pu évoquer, l'évolution, elle est particulièrement imprévisible dans l'insuffisance cardiaque, mais particulièrement dans l'amylose. On le sait, hein, les choses évoluent de décompensation en décompensation notamment, et on ne sait pas quand les décompensations vont survenir la plupart du temps, et en fait on ne sait pas si ça va être la dernière décompensation ou il va y en avoir d'autres. Et ça nous amène malheureusement trop souvent à devoir prendre des décisions, très complexes, parce qu'elles ont de multiples facteurs en urgence. On n'a pas évoqué avec le patient ce qu'il souhaitait, ce qu'il ne souhaitait pas. Le patient n'a pas eu le temps d'en parler avec sa famille. Et on va devoir prendre des décisions en urgence et sans collégialité avec le patient. Et ça, c'est un vrai stress pour le patient qui, en fait, va s'apercevoir qu'il peut mourir assez rapidement. Heureusement, l'arsenal thérapeutique en cardiologie est tellement majeur qu'en fait, souvent, on va réussir à le récupérer un petit peu, et puis il va refaire une décompensation, mais en fait, il va vivre ces décompensations en décompensation et il ne va pas pouvoir se projeter sur la suite et éventuellement pouvoir dire ce qu'il souhaite ou ce qu'il ne souhaite pas. Il va être pris dans cet engrenage d'évolution de décompensation en décompensation. L'anticipation, c'est pas juste dire au patient, ben voilà, je vous préviens, je n'ai plus rien à vous proposer, cette maladie est grave, évolutive, on n'a pas de solution, on va vous faire venir les soins palliatifs et puis au revoir monsieur. En fait, parler de soins palliatifs à un patient, à une personne, c'est lui permettre ou évoquer avec lui les différents scénarios qui vont pouvoir se mettre en place. C'est pouvoir lui dire, peut-être que là, vous aurez besoin d'un pacemaker. Peut-être que là, vous aurez besoin de tel ou tel traitement de prolongation artificielle. Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé? Est-ce que vous l'avez échangé avec votre entourage? Est-ce que vous en avez discuté ensemble? Tout ça, en fait, on ne peut pas l'aborder si on ne parle pas des choses graves avant, si on ne parle pas de soins palliatifs avant. Ça permet aussi de clarifier les priorités. C'est ce que disait tout à l'heure aussi Thibaut. En fait, est-ce que le patient il veut à tout prix rester à l'hôpital, qu'on lui pose énormément de choses pour le maintenir artificiellement en vie, ou est-ce que lui, fondamentalement, il a juste envie de rentrer à la maison et pas qu'on prolonge sa vie de quelque manière que ce soit, mais d'être tranquille à la maison en HAD. Ça permet aussi de clarifier les notions de personnes de confiance, de directives anticipées, les choses qui nécessitent forcément une anticipation. Et tout ça, ça va permettre qu'on co-construise un projet de soins ensemble, en équipe, mais en équipe avec le patient et avec sa famille. Qu'est-ce que Louis souhaite? Qu'est-ce qu'il en a discuté avec sa famille? Donc les soins palliatifs, hormis l'expertise dans l'annonce des mauvaises nouvelles, comme a dit Antoine tout à l'heure, donc je ne fais pas qu'annoncer des mauvaises nouvelles toute ma journée, je vous rassure, c'est l'expertise du soulagement. Donc oui, les équipes de soins palliatifs peuvent être utiles. Pourquoi? Parce qu'on a la connaissance qui peut être utile pour soulager la dyspnée, pour soulager la douleur, pour soulager certains œdèmes, etc. On a effectivement une communication, une compétence peut-être plus importante, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en communication, en annonce, et surtout, on a un fonctionnement très pluridisciplinaire, très collégial. Donc on avance, je dirais, en soins palliatifs qu'en décision partagée. Personne ne prend de décision seul, on la prend en équipe de soins palliatifs, mais surtout en équipe de différentes disciplines. On va évidemment accompagner le patient et les proches, et puis on va aider au projet de soins, à créer un projet de soins anticipé. Globalement, on peut intervenir tôt en parallèle des traitements. Et c'est un peu ce qui avait été montré dans ce schéma. Qui me semble vient de la RECO, de la Société européenne de cardiologie. L'enjeu, c'est vraiment d'intégrer les soins palliatifs tôt, quasiment pour certaines situations, dès que le diagnostic a été fait, et qu'il y ait une complémentarité entre les soins palliatifs et le traitement spécifique de la maladie, et que finalement les choses évoluent, et que l'un, finalement, remplace l'autre progressivement, que les soins palliatifs, finalement, s'occupe du patient en totalité, plus on avance vers la situation terminale. Et la particularité des soins palliatifs, c'est aussi qu'on s'occupe des familles après le décès du patient, dans le cas où ils ont besoin de rencontrer à nouveau les équipes.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je pense que le travail en équipe, c'est une vraie force. C'est une vraie force pour prendre en charge des patients en situation palliative. Alors, pas que dans les équipes de soins PAL, c'est une vraie force dans toutes les équipes. Que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les psychologues, les assistantes sociales, les kinésithérapeutes, même les psychomotriciens, je dirais tous les rééducateurs. En fait, on a tous une vision différente de ce que vit le patient quand il est hospitalisé, par exemple. Et en fait, c'est en partageant tous cette vision, ces différentes visions, qu'on va pouvoir se rapprocher le plus de ce qu'est la réalité de ce qu'il vit. Et qu'on va pouvoir avoir un avis et lui proposer un projet de soins qui soit le plus adapté possible. Et ça, en fait, de discuter ensemble autour du patient, ça permet de vraiment le remettre au centre de la prise en charge et pas de lui imposer quelque chose, mais de l'accompagner, c'est-à-dire le laisser maître de ce qu'il souhaite, de lui proposer ce qu'il veut, ce qu'il peut faire, mais de le laisser décider. Parce qu'en fait, accompagner un patient, c'est pas juste accompagner un cœur, c'est pas juste accompagner une protéine, c'est pas juste un score pronostic, on sait qu'il va mourir dans 1 mois, dans 2 mois, etc. C'est vraiment une personne qui vient avec une histoire, qui a peut-être lui-même accompagné quelqu'un qui était gravement malade, donc qui a déjà peut-être lui-même une notion de ce qu'est la fin de vie, une notion de ce qu'est la souffrance, une notion de ce qu'est mourir d'un OAP. En fait, ça peut générer des peurs massives, ça peut lui faire qu'il refuse certains traitements, par exemple. En fait, connaître le patient et connaître cette personne, ça va nous permettre de savoir quelles infos en particulier il a besoin, peut-être pour déconstruire certaines de ses représentations, en tout cas pour qu'il puisse avoir le plus de choix possible. Et puis, ce qu'on oublie souvent, les patients invisibles, c'est les proches. Je me suis rendu compte assez récemment, peut-être trop tardivement, que quand on demande à un aidant, quand un patient vient en consultation ou que moi, quand je vois les patients qui sont hospitalisés à l'USP et que je vois les proches sans les patients et que je leur demande « Et vous, comment vous allez ?» Je peux vous dire que dans plus de 90%, ils pleurent. Parce qu'en fait, on ne leur a jamais demandé comment ils allaient. On ne leur a jamais demandé quelle fatigue ça générait, ce qu'ils en pensaient, quel était l'isolement que ça génère. Parce qu'en fait, vous savez très bien que plus on est malade, plus on avance dans la maladie, moins les amis viennent, comme si c'était contagieux. Mais il y a vraiment des choses que vit le proche et l'aidant qui sont extrêmement difficiles et qui sont importantes à prendre en compte. Il peut aussi y avoir des difficultés sociales. Je vous le disais tout à l'heure, les problèmes financiers, ça peut avoir un impact fort sur l'aidant et ça peut lui générer encore plus de choses dans sa charge mentale. Donc vraiment, prendre soin du patient, c'est aussi prendre soin des aidants. Et ça, c'est clairement une fonction, inhérente à la discipline soins palliatifs. Finalement, anticiper, c'est pas juste prévoir la fin. Il me semble que c'est surtout donner au patient le pouvoir de traverser son parcours sans le subir. C'est vraiment lui donner des infos, lui donner la possibilité d'avoir le choix. Il est là, c'est une personne, et en fait, il a le droit de décider ce qu'il veut pas, si on lui a donné les bonnes infos. Et puis, je finis toujours par cette phrase que Antoine et Thibaut doivent connaître, parce que je la dis vraiment à chaque fois. Il me semble que quand on parle d'insuffisance cardiaque, et aussi quand on parle de soins palliatifs, finalement, parfois on guérit, souvent on soulage, mais ce qu'on doit faire, c'est accompagner toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux 3 orateurs pour leur vraiment excellente présentation. Je pense que ça nous fait tous beaucoup réfléchir et je suis sûr qu'il y a peut-être des questions dans la salle ou en ligne. Alors, moi, en fait, j'ai 1 million de questions et je vais essayer de réduire à une. Ce que vous avez montré, là, essayer d'impliquer les soins palliatifs de façon précoce, c'est mon rêve. Mais au Québec, on est en sous-effectif d'équipes de soins palliatifs. On a très peu de médecins, très peu d'infirmières. Ils sont complètement débordés.
Et malheureusement, on n'est pas capable de proposer les soins palliatifs précocement. Souvent, mon collègue me dit, écoute, quand tu penses que le pronostic est moins de 3 mois, rappelle-moi. En plus, on a ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir, qui arrive en parallèle des soins palliatifs. Et d'une part, on est souvent confronté au fait que on a toujours peur que le patient choisisse l'aide médicale à mourir parce que ça va être plus facile que d'avoir accès aux soins palliatifs. Et pour l'équipe soignante, quand le patient demande l'aide médicale à mourir, c'est souvent vécu comme un échec. Alors, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne me suis pas rendu compte de la réalité en France. Là, vous en êtes avec l'aide médicale à mourir, mais je voulais savoir un petit peu comment éventuellement vous l'envisagez dans votre pratique, dans ces situations-là, quand ça arrivera en France, si ça arrive. Alors, moi, je peux répondre avec Antoine, on peut répondre en tant que cardiologue, quoi. Ce que tu décris, c'est ce que moi j'attends personnellement. Mais nous, en France, on est encore moins avancé. C'est que la mort est vraiment un tabou, quoi. Mais quand les patients vont choisir... En fait, la loi va être discutée là, à nouveau à l'Assemblée nationale fin janvier, début février. C'est au Sénat, puis après ça va passer au vote à l'Assemblée. Donc ça continue, quoi. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est sur des choses singulières, des situations singulières qu'on va voter ça, mais après ça va s'appliquer à l'ensemble de la population. Et je pense que ce qu'on a vu nous dans notre activité, c'est que les mots qu'on dit, le patient, la compréhension du patient de son pronostic, c'est extrêmement complexe. Et des fois, il y a des patients qui pensent qu'ils vont mourir, alors que nous, on est convaincus que non. Et ce que j'ai peur, moi, c'est que des patients vont aller à l'aide à mourir parce qu'ils ont vu Amylos sur Internet sans avoir rien compris à l'histoire. Et avec la loi de l'aide à mourir telle qu'elle est formulée maintenant, ils ne demanderont même pas l'avis du spécialiste pour savoir quel est le pronostic du patient. Donc, Sophie, tu confirmeras, c'est-à-dire que ce sera un médecin qui ne connaît rien à l'amylose qui va valider le truc et valider l'acte, ce qui est totalement, pour moi, inconcevable, qu'on soit pour ou contre. Hein. Mais on voit que définir le pronostic, c'est compliqué, mais si c'est des médecins qui ne connaissent rien à la pathologie, quelle que soit la pathologie, ça va être compliqué et des patients vont finalement recourir à l'aide à mourir sans forcément, alors qu'on a un projet thérapeutique. Donc moi, ça m'inquiète vraiment. Et puis l'impact sur les soignants, moi, je vois déjà l'impact de ce qui se passe actuellement. Mais là, pour les soignants, je suis aussi inquiet pour les patients et les familles de l'application de cette loi. Et puis pour les soignants également, parce qu'on n'est déjà pas préparé à la mort dans nos quotidiens, qu'avec l'aide à mourir en plus, ça va être super compliqué et ça va induire pour moi, avec ma vision, des conflits en fait, entre les soignants qui sont pour, qui sont contre, avec dans les équipes évidemment et encore plus de discordance sur et puis sur la réalisation de l'acte, comment ça va s'organiser, il y a beaucoup d'inconnus, mais je sais pas. Alors juste pour vous rassurer, je ne sais pas si ça rassure, mais en France aussi, on manque de soins palliatifs. Il y a toujours 50% de la population qui devrait y avoir accès, qui n'y ont pas accès. Donc ça, c'est un vrai souci. Et pour le coup, je crois que vous parliez de manque d'effectifs. Quand on a eu la chance de travailler ensemble avec Antoine, ce qu'on a pu montrer, c'est que, en fait, il n'y a pas besoin de solliciter l'équipe mobile tout le temps. Il y a vraiment juste besoin et l'équipe mobile, elle sert à ça, en fait, de base, c'est de faire augmenter, de faire monter en compétence les équipes de cardiologie dans l'échange, dans le partage d'infos, dans la prise en charge, finalement, des symptômes qui sont basiques. Et finalement, dans ce service... dans ce service où on a débuté la collaboration avec Antoine, au départ, on était sollicité pour les patients qui mouraient dans les 24 heures. Et puis au final, en fait, on n'était plus sollicité du tout pour cela, parce qu'en fait, l'équipe avait monté en compétence, savait faire, savait gérer, il n'y avait pas de souci. Par contre, on était sollicité quand c'était plus complexe. Quand vraiment, malgré les thérapeutiques de première ligne, on n'arrivait pas à soulager, etc., etc. Donc je pense qu'il y a effectivement un problème d'effectifs en France aussi. Et je pense que le message, c'est aussi que les soins palliatifs, c'est pas dédié à être délivré que par des équipes de soins palliatifs. Que les soins palliatifs de base, en fait, ça devrait être... toutes les spécialités devraient pouvoir les délivrer. D'accord. Juste, est-ce qu'il n'y a pas un rôle de la terminologie qui est important? Parce que soins palliatifs, pour les patients, même pour l'équipe, c'est cancer et fin de vie. Ouais. Est-ce que l'utilisation du terme soins de support, là, qui est dans votre intitulé,
permettrait pas pour les patients, même pour les équipes soignantes, de vous faire venir plus en amont. C'est un terme qui serait moins stressant que le terme soins palliatifs, pour lequel on a vraiment l'impression qu'on vous appelle peut-être trop tard, parce que le terme, on dit, c'est vraiment quand on ne sait plus quoi faire, quoi. Je voudrais bien que tu complètes après, Antoine, mais je pense qu'effectivement, il y a un problème de représentation générale de la population de ce que sont les soins palliatifs. C'est toute fin de course, donc effectivement, c'est compliqué. Après, on peut parler de soins palliatifs, tout dépend de la façon dont on a de la présenter et de l'assumer. Et pour le coup, quand on travaillait ensemble avec Antoine, il avait une façon de parler soins palliatifs et de pas forcément parler de soins de support, mais qui permet aux patients de comprendre, de ne pas s'inquiéter outre mesure, mais que ça passe, entre guillemets. Donc, au final, je pense que peu importe l'étymologie, de toute façon, peu importe le terme qu'on utilise, soins de support, soins palliatifs, l'enjeu, c'est vraiment qu'on prenne en charge de façon palliative les patients le plus tôt possible. Donc, si on veut utiliser le mot soins de support, c'est pas le meilleur, parce qu'en fait, finalement, on ne fait peut-être pas toutes les annonces qu'on devrait aux patients. Est-ce qu'il a bien compris que la situation est vraiment grave? C'est une question. Néanmoins, si ça permet de solliciter un peu plus facilement ou de parler plus facilement de ces choses-là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais je veux bien... Oui. Ouais, donc la question de comment on parle des soins palliatifs aux patients, on a forcément eu cette discussion beaucoup quand on a commencé à travailler ensemble. Et en fait, quand on dit soins de support, le patient peut nous dire, mais support de quoi? J'ai pas de symptômes. Vous allez voir une autre équipe de médecins qui sont des médecins généralistes améliorés, des patients graves. Donc, mais ils n'ont pas forcément de symptômes associés, ils n'ont pas forcément de douleur, d'anxiété, de choses comme ça. Et donc, au final, ils peuvent se dire, mais pourquoi on vient me voir en fait? Et donc, ça cache aux patients le fait de dire, vous avez une maladie grave, donc je rajoute du soin avec l'équipe de soins palliatifs. Vous n'allez pas mourir demain. Et justement, je les fais venir pour qu'on rajoute du soin, qu'on rajoute de la qualité de vie, parce que là, sur la quantité de vie, moi, je ne suis pas sûr de pouvoir vous apporter beaucoup plus. J'ai déjà tout fait, mais on continue, on rajoute du soin. Et le fait de le présenter comme quelque chose de « je continue à vous suivre, je continue à vous prendre en charge », et en plus, je vous fais voir une équipe encore plus spécialisée dans votre maladie, parce que le médecin traitant, ça va être difficile pour lui au vu de vos symptômes et de votre gravité, ça passe relativement bien. Mais il y a toujours des patients qui refusent, qui entendent ce palliatif et là, qui se bloquent et qui disent qui ne veulent pas du tout discuter avec les équipes. Et plus on le fait tôt, finalement, sur une première décompensation après clip. Par exemple, le patient, il a eu tous les clips de la Terre, il a tout ce qu'il faut, et du coup, il redécompense. Donc, mauvais pronostic. Mais il s'en sort bien, il meurt pas sur ça. Et le fait de le faire à la première fois, c'est plus facile pour le soignant, parce qu'on sait qu'il va pas mourir dans les 3 mois. Et c'est plus facile aussi pour le patient parce qu'il voit bien qu'il n'est pas à l'article de la mort. Et il y a eu beaucoup de fois où les soins PAL sont venus, prise de contact. Après, le patient a été stable pendant 6 mois, 1 an et demi. Il n'a pas revu les soins palliatifs parce qu'il n'y a pas de symptômes autres. Et puis, il revient pour une nouvelle décompensation. Et donc là, les soins palliatifs le connaissent. Il connaît les soins palliatifs et c'est peut-être sa dernière hospitalisation. Et donc, il y aura les soins associés supplémentaires. Si je peux me permettre pour compléter, chaque situation est très singulière et particulière, donc c'est évidemment compliqué. Le point très important, c'est que les émotions sont contagieuses. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai des parcours d'émotions, vous les avez ressentis. Nos patients, ils ressentent nos émotions. Et donc, quand le médecin n'est pas à l'aise avec les soins palliatifs et la mort, et qu'il va être hyper stressé, le patient ressent les émotions. Quand on cache le pronostic, mais le médecin, il fait passer ses émotions, en fait. Quand il détourne le pronostic ou qu'il est dans la fuite, mais si, ça va aller, vous inquiétez pas, et puis qu'il donne un rendez-vous dans 6 mois, le patient ressent et est extrêmement angoissé. Et donc, on a réussi à changer effectivement ça. On arrive à annoncer les soins palliatifs, on est plus au clair. Et en fait, ça passe crème, quoi. Ça passe comme une lettre à la poste, puisque le but, c'est le confort. Et en fait, nous, on explique, on s'occupe que du cœur, on sait faire que ça, on est un peu limité. Les cardiologues sont limités. Et on a des super partenaires qui vont s'occuper de tout, en fait. C'est-à-dire de vos douleurs, de vos insomnies, de vos troubles digestifs, de votre famille, de votre préparation. Et on va travailler avec eux en ambulatoire. C'est ça qui manque, c'est des soins palliatifs ambulatoires. C'est ce qu'on fait avec Jeanne Garnier, qui a un HDJ. Vous le verrez le temps qu'il faut. Nous, on ne vous abandonne pas. On continue juste sur notre petit cœur. C'est ce qu'on sait faire. Et en fait, après, ça permet aussi de prendre en charge la famille,
de préparer les gens à ce qui se passe, qu'il y ait une réflexion avec le patient et la famille sur où il veut mourir, qu'est-ce qui va... Enfin, ça s'introduit, cet apport psychologique et spirituel. Et puis après, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Le patient, quand il va s'aggraver, on va peut-être le reprendre 1 fois, 2 fois, mais en fait, quand il va s'aggraver, il va pouvoir avoir défini son projet, et grâce aux soins palliatifs et à ce qu'ils font, il sera soit pris à la maison, en HAD palliative organisé, structuré, sans angoisse, la plupart du temps, ou hospitalisé en HAD, et à ce moment-là, en hospitalisation palliative, en lit, dans une structure spécialisée qui a tous les moyens, qui est exceptionnelle pour les structures avec qui on bosse, plutôt que de se retrouver dans notre service en passant par les urgences sans qu'il soit prévu avec 12 heures sur un brancard et qu'on le prend à la ramasse et qu'il est en train d'agoniser et qu'on appelle notre équipe mobile pour lui passer voilà. Vous voyez, l'anticipation, mais en fait tout ça, ça dépend principalement finalement de nous. C'est ce que j'ai découvert, vous avez compris, c'est pour ça que j'ai passé quelques temps à marcher. Sylvia va me buzzer encore, mais en fait, il faut qu'on change notre paradigme, en fait, je pense. Il faut qu'on change notre vision, et je pense qu'on n'est pas que là pour prescrire, voilà, on est là pour accompagner, mais c'est compliqué pour nous parce qu'on a été formés à ça. Ce qui est totalement fou, c'est qu'on passe notre temps à voir des cas-plans meilleurs, où on voit de la survie, mais en fait, on ne voit pas le truc qui est en dessous, quoi. Oui, en fait, mais qu'est-ce qu'ils deviennent, en fait, ces gens qui meurent ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On a des polites de conf qui nous ont accompagnés pendant notre internat, on ne parle jamais de la mort. Toutes les maladies finissent bien. Ça a changé, mais si on regarde tous les items, il n'y a jamais quelle est la trajectoire de fin de vie. On fait des super parcours dans nos hôpitaux, TAVI, parcours CLIP, parcours machin, mais un parcours de fin de vie commun à toutes les pathologies chroniques, je ne parle pas pour l'onco ou la gériatrie qui sont évidemment très avancées, mais un parcours fin de vie pour toutes les pathologies chroniques, pourquoi ça n'existe pas ? Pourquoi ça n'existe pas ? Donc il faut qu'on travaille dessus. Voilà, je suis parti dans mes... Juste pour un mot sur prendre la licence, c'est pas propre aux cardiologues. On avait fait des questionnaires, on avait regardé du coup les connaissances des gériatres, de la communauté gériatrique médicale et paramédicale et cardiologique médicale et paramédicale. Je pense que le problème, vous l'avez souligné, le principal frein, tu l'as dit, c'est nous. Ceux qui ont le plus peur d'en parler finalement, c'est nous, dans la mise en place anticipée, c'est certain, ça nous angoisse. Et l'angle sous lequel vous l'avez présenté, alors je l'avais déjà vu, mais l'angle en disant que j'essaye d'appliquer moi maintenant, qui est ce médecin pour l'accompagnement des symptômes et du soulagement. Je pense que le soulagement, c'est le mot-clé qui fait qu'on arrive aussi à le faire passer. Et ça, franchement, moi, ça me paraît essentiel quand on discute avec eux et qu'on essaie de le mettre en place de façon anticipée. Finalement, dire c'est le soulagement et cet axe de qualité de vie. Nous, je pense que c'est plus facile à aborder pour les médecins, pour les paramédicaux qui l'abordent de façon anticipée. Et de ce fait-là, c'est aussi mieux entendu. Mais moi, je reste convaincu de ce que tu as dit, c'est que le frein principal, finalement, c'est plutôt nous plus que le patient. Et quand on aura dépassé ça, il restera toujours des patients qui ont peur. Ouais. Mais je pense qu'on arrivera à en emmener beaucoup plus. Et cet axe du soulagement, moi, j'ai l'impression, permet de faire beaucoup mieux pour les emmener. Juste un petit point de vue patient. Pour compléter ce que dit Amaury, je pense qu'il y a un deuxième frein qui est majeur, c'est le temps que ça prend d'avoir ces discussions-là. Et qu'en fait, c'est beaucoup plus facile en consultation de represcrire du tafamidis pour une amylose ATTR ou de rappeler les hématologues pour refaire de la chimiothérapie chez un patient que de prendre 1h30 pour expliquer au patient, à sa famille, pourquoi on arrête les traitements. Et ce temps-là, malheureusement, dans une période où on a tous des agendas surchargés, c'est aussi un énorme frein. Et si on n'a pas le soutien d'équipes coordonnées avec qui on travaille, c'est rapidement un enfer de porter ça tout seul, quoi. Oui, donc je voulais donner quelques commentaires en tant que patient. Donc bravo pour votre présentation et ça a été une révélation pour moi. Si je me trouve à un moment donné en situation, si on m'avait parlé de soins palliatifs, j'aurais eu un rejet. Là, je comprends vraiment la démarche et qui est vraiment nécessaire. Moi, j'ai une amylose héréditaire et j'ai vu mon père décéder, j'avais 11 ans. Pour un petit garçon, c'est extrêmement choquant. Et la façon dont on m'a accompagné était formidable. C'était un prêtre à l'époque qui m'a pris avec lui la dernière nuit qu'a vécu mon père et qui m'a vraiment donné une explication. En tout cas, ça m'a apaisé. C'était incompréhensible que mon père disparaisse, mais il m'a accompagné. Et là, votre démarche, vous allez vers cette fonction d'accompagnement
à la place, ou enfin en tout cas sans forcément la présence d'une religion, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour apporter, pour apaiser, pour soulager. Les termes sont bons. Puisque quand on est malade sur de longues années, il faut se battre pour expliquer pourquoi on vit avec cette maladie, avec ce poids, avec ce fardeau. Donc on arrive à le faire, mais quand la mort approche, c'est aussi très difficile à accepter. Donc le travail que vous faites, et tous dans vos spécialités, est vraiment extrêmement utile. Et voilà, je suis très content que vous alliez dans cette direction. Depuis le début de mon parcours, je trouvais que parfois les médecins étaient un peu trop froids, que les qualités humaines, et là maintenant je vois qu'elles progressent. Et dans cette dernière phase, bravo d'aider les patients. Merci beaucoup. C'est une excellente façon de clôturer cette session. On va laisser le docteur Zaroui venir nous faire le résumé. Merci à tous. C'était très émouvant. C'était super comme présentation. Merci Sophie. Que dire après tout ça? C'est que nous, cardiologues, on a beaucoup évolué avec cette maladie. On a beaucoup changé. Ça nous a permis de nous comprendre et de faire un travail sur nous-mêmes, parce que finalement, c'est pas un cœur qu'on traite. Et on a une obsession, c'est vrai, pour faire des scores pronostiques, de comprendre, d'essayer de prédire quand est-ce qu'il va mourir, quel patient est plus grave, quel patient sur lequel il faut s'acharner ou pas. Et finalement, on voit que c'est une maladie qui nous surprend tout le temps et qui peut prendre des tournants. Et il faut être très franc avec le patient à la consultation d'annonce. Il faut voir la famille, il faut écouter tous les membres, il faut savoir ce que veut le patient réellement, ce qu'il ressent. Et ça permet de partir sur une très bonne base pour le projet thérapeutique, qu'il soit actif ou pas actif, parce qu'on peut maintenant mais ne pas donner un traitement à un patient qui va l'aggraver, parce qu'on pense un peu plus à sa qualité de vie, à son vécu, à ses sentiments. C'est plus juste un patient, mais c'est devenu une personne tout entière. Et c'est toute l'équipe qui doit être derrière le médecin qui va faire la consultation d'annonce, qui va prendre en charge le patient pour le soulager de ce poids qui n'est pas facile. Et je pense que le travail est à faire avec les médecins et avec les patients. Je vous remercie infiniment. Donc, merci à tous. Donc, bon appétit, c'est l'heure de la pause. Donc, on se retrouve à 14h précise, déjà assis. Nos amis distanciels, vous pouvez aller déjeuner. Je suis désolé, on ne vous envoie pas le repas à distance, mais vous êtes déjà 371 à vous être connectés dans 20 pays, avec la France en premier, les États-Unis, la Belgique, le Pays-Bas, le Maroc, l'Irlande, la République du Congo, la démocratie du Congo, la Roumanie, la Réunion. Et donc, merci d'être tous connectés avec nous. On se retrouve à 14h. Merci à vous.